Sous la pluie battante, Antoine courait, ses pas résonnant sur les pavés glissants d'une ruelle d'Avignon. Son cœur battait à tout rompre, non pas à cause de l'effort, mais du poids des mots qu'il venait d'entendre « Tu n'es plus mon fils ». La voix de son père, froide comme l'acier, le poursuivait, plus cruelle encore que les gouttes qui trempaient ses vêtements. Il s'arrêta, essoufflé, sous un réverbère vacillant. À 28 ans, Antoine n'avait jamais imaginé que sa vérité, son amour pour un homme, lui coûterait tout, sa famille, son foyer, son passé. Pourtant, ce soir-là, dans l'obscurité humide de cette ville provençale, il n'était pas seul. Clément apparut, sa silhouette élancée émergeant de la brume. « Antoine, attends !» cria-t-il, sa voix teintée d'urgence et de tendresse. Il le rattrapa, posant ses mains sur ses épaules. « Tu n'as pas à affronter ça tout seul. Je suis là. » Antoine n'avait jamais voulu être un héros. Né dans une famille bourgeoise d'Avignon, il avait grandi entre les murs d'une maison élégante, entourée de vignes et de traditions. Son père, Pierre, était un homme respecté, un avocat dont la réputation s'étendait bien au-delà de la ville. Mais derrière les façades impeccables, Pierre cachait une rigidité impitoyable, un refus de tout ce qui ne correspondait pas à sa vision du monde. Antoine avait toujours su qu'il était différent. À l'adolescence, alors que ses amis parlaient de leurs premiers amours, il se surprenait à observer les garçons avec une curiosité qu'il ne comprenait pas encore. Il avait enfoui ce sentiment, terrifié par ce que cela signifiait dans une famille où l'honneur et les apparences primaient. C'est à l'université d'Aix-en-Provence qu'il rencontra Clément. Clément, avec son sourire confiant et ses yeux qui semblaient voir à travers les murs qu'Antoine avait érigés autour de son cœur. Clément, un étudiant en littérature, venait d'une famille modeste de Marseille. Il était tout ce qu'Antoine n'était pas, libre, assumé, fier de qui il était. Leur première conversation, dans un café bondé, avait été comme une étincelle. « Tu lis Baudelaire pour le plaisir ou pour impressionner ?» avait plaisanté Clément, un sourcil levé. Antoine avait ri, et pour la première fois, il s'était senti vu. Leur relation avait grandi dans l'ombre, faite de regards volés et de rendez-vous secrets dans les ruelles d'Aix. Mais un soir, un message imprudent renvoyé par Antoine fut intercepté par Pierre. La confrontation qui suivit fut brutale. « Comment oses-tu salir notre nom ?» avait hurlé Pierre, son visage rouge de colère. « Sors d'ici, tu n'es plus le bienvenu. » Antoine avait pris ses affaires, le cœur brisé, et quitté la maison familiale sans un regard en arrière. Clément l'avait rejoint à la gare, déterminé à ne pas le laisser seul. Ensemble, ils prirent un train pour Paris, une ville où ils espéraient pouvoir respirer librement. À Paris, la vie n'était pas le refuge qu'ils avaient imaginé. Ils trouvèrent un petit appartement dans le quartier du Marais, un lieu vibrant où la communauté LGBT s'épanouissait, mais aussi un endroit où la précarité les guettait. Antoine, qui avait abandonné ses études de droit sous la pression de son père, travaillait désormais comme serveur dans un café. Clément, lui, donnait des cours particuliers pour joindre les deux bouts. Leur amour, bien que fort, était mis à l'épreuve par les défis du quotidien. Les factures s'accumulaient, et Antoine portait encore le poids du rejet de sa famille. Chaque nuit, il rêvait de son père, de ses mots tranchants, et se réveillait en sueur, le cœur lourd. C'est alors que Lila entra dans leur vie. Lila, 26 ans, était une artiste indépendante, une femme aux cheveux noirs bouclés et au tempérament de feu. Née à Paris d'une mère algérienne et d'un père français, elle avait grandi en naviguant entre deux mondes, toujours à la recherche de sa place. Elle rencontra Antoine dans le café où il travaillait, captivée par son regard triste mais déterminé. « Tu as l'air de quelqu'un qui porte le monde sur ses épaules », lui dit-elle un jour, en posant son carnet de croquis sur la table. Antoine esquissa un sourire. « Peut-être que je n'ai pas le choix. » Lila devint rapidement une amie, puis une confidente. Elle les invita à ses expositions, où ses peintures vibrantes parlaient d'identité, de lutte et d'espoir. Elle leur présenta aussi sa propre communauté, un groupe d'artistes et d'activistes qui les accueillirent à bras ouverts. Pour la première fois depuis son départ d'Avignon, Antoine sentit qu'il appartenait à quelque chose de plus grand que lui. Mais un soir, alors qu'il rentrait d'une exposition, Clément reçut un appel. C'était un vieil ami de la famille d'Antoine. La voix tremblante, il annonça « Pierre est mort ».
Un accident de voiture. Antoine resta figé, incapable de parler. La nouvelle rouvrit des blessures qu'il croyait avoir surmontées. Malgré tout, une partie de lui voulait retourner à Avignon, ne serait-ce que pour dire adieu. Clément, bien que réticent, accepta de l'accompagner. Lila, fidèle à son tempérament, insista pour les suivre. « On ne laisse pas un ami affronter ça seul », déclara-t-elle. Le voyage vers Avignon fut silencieux. Antoine regardait par la fenêtre du train, les paysages défilant comme des souvenirs flous. Clément tenait sa main, un geste simple mais chargé de réconfort. Lila, assise en face, feuilletait un carnet, griffonnant des esquisses des deux hommes, comme pour capturer leur force fragile. À leur arrivée, la maison familiale semblait inchangée, mais vide. La mère d'Antoine, Isabelle, les accueillit avec froideur. « Tu es revenu pour l'héritage, n'est-ce pas » lança-t-elle, les lèvres pincées. Antoine secoua la tête. « Je veux juste lui dire adieu. » Les funérailles furent un calvaire. Les regards des anciens amis de la famille, les murmures derrière son dos, tout lui rappelait pourquoi il avait fui. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Dans le bureau de Pierre, alors qu'Antoine triait de vieux papiers, il trouva une enveloppe cachetée, portant son nom, écrite de la main de son père. Il l'ouvrit, le cœur battant. À l'intérieur, un testament, daté de quelques mois seulement. Les mots étaient simples mais bouleversants. « À mon fils, Antoine. Je t'ai fait du mal, et je le regrette. Cette maison est à toi, si tu choisis de la garder. » Antoine sentit ses jambes trembler. Était-ce possible? Son père, cet homme inflexible, avait-il changé d'avis avant de mourir? Clément lut le document par-dessus son épaule, ses yeux s'écarquillant. Il t'aimait, Antoine. Peut-être qu'il ne savait pas comment le montrer. Lila, qui observait depuis le seuil, murmura « Parfois, l'amour arrive trop tard. » Mais il arrive. Ce testament n'était que le début. Antoine, Clément et Lila allaient bientôt découvrir que Pierre avait laissé bien plus qu'une maison. Des secrets, des dettes, et une vérité sur la famille qui allait bouleverser leur vie. Le bureau de Pierre était un mausolée de souvenirs figés dans le temps. Des étagères remplies de livres juridiques, des photos encadrées d'Antoine enfant, et une odeur de vieux bois et de papier. Antoine, tenant le testament entre ses mains tremblantes, sentit un mélange de colère et de chagrin monter en lui. Pourquoi son père avait-il attendu si longtemps pour écrire ces mots? Pourquoi ne les avait-il jamais dits de son vivant? Clément, toujours à ses côtés, posa une main sur son dos. « On ne peut pas changer le passé, Antoine. Mais ce testament, c'est une porte. Une chance de comprendre. » Lila, curieuse et intrépide, s'aventura plus loin dans la pièce. Elle ouvrit un tiroir poussiéreux et en sortit une boîte métallique verrouillée. « Ça a l'air important, » dit-elle, les yeux brillants d'excitation. « Tu crois qu'il y a une clé quelque part ?» Antoine, encore sous le choc, secoua la tête. « Je ne veux pas fouiller dans ces affaires. Pas maintenant. » Mais Lila insista. « S'il a laissé ce testament, il voulait que tu trouves quelque chose. Peut-être que cette boîte contient des réponses. » À contre-cœur, Antoine chercha dans le bureau. Sous une pile de dossiers, il trouva une petite clé en laiton. Lorsqu'il l'inséra dans la serrure, la boîte s'ouvrit avec un clic sec. À l'intérieur, des lettres, des photos et un carnet relié de cuir. Les lettres étaient adressées à une certaine Marie. « Marie » murmura Antoine. Ce nom ne lui évoquait rien. Sa mère, Isabelle, n'avait jamais mentionné une Marie dans leur famille. Clément feuilleta le carnet, où des notes manuscrites de Pierre révélaient une histoire qu'Antoine n'aurait jamais imaginée. Pierre, dans sa jeunesse, avait aimé un homme. Un amour interdit, étouffé par les conventions de l'époque et par la pression familiale. Marie était le nom qu'il utilisait pour désigner cet homme dans ses écrits, un pseudonyme pour protéger son identité. Les lettres, pleines de passion et de regrets, racontaient une histoire d'amour brisée par la peur et le conformisme. Antoine sentit une boule se former dans sa gorge. Son père, cet homme qu'il avait cru inflexible, avait lui aussi porté le poids d'un amour qu'il n'avait pas pu vivre. Le lendemain, Antoine, Clément et Lila décidèrent de rester à Avignon pour en apprendre davantage. La maison,
désormais légalement à Antoine, devenait un refuge temporaire. Mais les tensions avec Isabelle persistaient. Elle refusait de parler du testament, affirmant que Pierre avait agi sous l'emprise de la culpabilité. Il était malade, dit-elle, les lèvres serrées. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Antoine n'était pas convaincu. Il sentait qu'il y avait plus à découvrir. Avec l'aide de Lila, qui avait un talent pour poser des questions indiscrètes, ils commencèrent à interroger les voisins et les anciens collègues de Pierre. Ce qu'ils apprirent les stupéfia. Pierre avait été un homme respecté, mais aussi craint. Sa réputation d'avocat intraitable cachait un secret. Il avait utilisé son influence pour protéger des membres de la communauté LGBT dans les années 80 et 90, à une époque où l'homosexualité était encore tabou en France. Il avait aidé des jeunes hommes à échapper à des persécutions, parfois au prix de sa propre réputation. « Ton père n'était pas un saint », expliqua un vieil ami de Pierre, un libraire nommé Georges. Mais il avait une conscience. Il savait ce que c'était de vivre dans l'ombre. Ces révélations bouleversèrent Antoine. Il commença à voir son père sous un jour nouveau, non plus comme un tyran, mais comme un homme déchiré par ses propres contradictions. Clément, toujours pragmatique, proposa de chercher des traces de cet homme mystérieux, Marie. Si ton père a aimé quelqu'un, il a peut-être laissé des indices sur son identité. Ça pourrait t'aider à comprendre pourquoi il t'a chassé. Lila, avec son énergie débordante, contacta un ami historien à Paris, spécialisé dans les archives locales. Ensemble, ils fouillèrent dans les registres d'Avignon, cherchant des indices sur un homme qui aurait pu être proche de Pierre dans les années 70. Ils découvrirent un nom, Marc Dufresne, un professeur de littérature qui avait quitté la ville subitement à l'époque. Trouver Marc devint une obsession. Antoine, Clément et Lila parcoururent les archives, les vieux annuaires, et même les réseaux sociaux, espérant une piste. Finalement, un contact à Marseille leur indiqua qu'un homme correspondant à la description de Marc vivait désormais à Nice, retiré dans une petite maison en bord de mer. Le voyage à Nice fut un mélange d'espoir et d'appréhension. Antoine ne savait pas ce qu'il attendait de cette rencontre. Des réponses? Une réconciliation avec le passé de son père? Lorsqu'ils frappèrent à la porte de Marc, un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris et au regard doux, leur ouvrit. « Vous êtes le fils de Pierre, » dit-il immédiatement, comme s'il avait toujours attendu ce moment. Marc les invita à entrer. Autour d'un thé, il raconta son histoire. Il avait rencontré Pierre à l'université, à une époque où leur amour était un secret dangereux. Ils avaient rêvé d'une vie ensemble, mais Pierre, sous la pression de sa famille, avait choisi de se marier avec Isabelle. Marc, le cœur brisé, avait fui Avignon. « Il m'a écrit pendant des années, » confia Marc, montrant un paquet de lettres similaires à celles trouvées dans la boîte. Il se sentait coupable, mais il ne pouvait pas affronter le monde. Quand il a appris pour toi, Antoine, il m'a écrit une dernière fois. Il disait qu'il avait peur de répéter les mêmes erreurs. Antoine sentit les larmes monter. Son père avait aimé, souffert et regretté. Le testament n'était pas seulement un héritage matériel, c'était une tentative de rédemption. De retour à Avignon, Antoine ne pouvait se défaire de l'image de Marc, de ses mots, de ses regrets. La maison familiale, autrefois un symbole d'oppression, devenait un lieu de questionnement. Pourquoi Pierre avait-il gardé ce secret si longtemps? Et pourquoi ce testament, écrit à la hâte, comme un cri désespéré? Clément, toujours rationnel, suggéra de fouiller davantage dans les affaires de Pierre. « Il y a peut-être autre chose, » dit-il. « Des dettes, des engagements, quelque chose qu'il voulait que tu saches. » Lila, fidèle à son instinct, plongea dans les dossiers financiers de Pierre. Ce qu'elle découvrit les laissa sans voix. Pierre avait contracté des dettes importantes ces dernières années. Pas pour des raisons personnelles, mais pour financer une association discrète qui aidait des jeunes LGBT en difficulté à Avignon. Cette association, appelée l'Abri, fonctionnait dans l'ombre, offrant un refuge à ceux qui, comme Antoine, avaient été rejetés par leur famille. « Ton père était un paradoxe, » murmura Lila, les yeux fixés sur les documents. « Il t'a chassé, mais il a passé des années à protéger des gens comme toi. » Antoine ne savait pas quoi en penser. Une partie de lui voulait pardonner, mais une autre restait ancrée dans la douleur de son rejet.
Il décida de visiter l'abri, situé dans une vieille bâtisse à la périphérie d'Avignon. Là-bas, ils rencontrèrent Sophie, une femme d'une quarantaine d'années qui dirigeait l'association. Elle connaissait Pierre. Il venait souvent, expliqua-t-elle. Il ne parlait pas beaucoup, mais il donnait tout ce qu'il pouvait. Il disait qu'il avait une dette envers quelqu'un envers toi, Antoine. Sophie leur montra des photos de jeunes qu'ils avaient aidés, des adolescents chassés de chez eux, des jeunes adultes en quête d'identité. Antoine sentit une connexion immédiate avec eux. Il comprit que, d'une certaine manière, son père avait essayé de réparer ses erreurs à travers eux. Le testament stipulait que la maison appartenait à Antoine, mais il y avait une condition. Il devait décider s'il voulait la garder ou la vendre. La maison, bien que magnifique, était criblée de dettes hypothécaires. La vendre permettrait à Antoine et Clément de repartir à zéro à Paris, loin des souvenirs douloureux. Mais la garder signifiait accepter l'héritage de Pierre, avec toutes ses contradictions. Clément, toujours pragmatique, penchait pour la vente. On pourrait avoir une vie stable, Antoine. Plus de loyers impayés, plus de stress. Mais Lila voyait les choses autrement. Cette maison, c'est plus qu'une propriété. C'est une chance de faire quelque chose de grand. Tu pourrais en faire un lieu comme l'abri, un refuge pour ceux qui n'ont nulle part où aller. Antoine passa des nuits blanches à y réfléchir. Il repensait à son père, à Marc, à tous ceux qui avaient souffert en silence. Il repensait aussi à lui-même, à ce jeune homme effrayé qui avait fui Avignon sous la pluie. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois dans la cuisine de la maison, Antoine prit une décision. « Je veux garder la maison », annonça-t-il. « Mais pas pour moi. Pour eux. Pour ceux qui ont besoin d'un endroit où ils peuvent être eux-mêmes. » Clément sourit, fier. Lila tapa dans ses mains, déjà pleine d'idées pour transformer la maison en un centre communautaire. Mais le chemin ne serait pas facile. Les dettes de Pierre pesaient lourd, et Antoine devrait trouver un moyen de les rembourser tout en lançant ce projet ambitieux. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Antoine, Clément et Lila travaillèrent sans relâche pour redonner vie à la maison. Ils organisèrent des collectes de fonds, mobilisèrent la communauté locale et reçurent même l'aide de Marc, qui revint à Avignon pour soutenir leur projet. L'abri trouva une nouvelle maison dans les murs de l'ancienne demeure familiale. Les pièces autrefois froides et silencieuses s'emplirent de rires, de conversations et d'espoir. Antoine, qui avait toujours cru qu'il n'était qu'un exilé, découvrit qu'il pouvait être un pilier pour les autres. Clément, à ses côtés, trouva un sens nouveau à leur relation. « On construit quelque chose ensemble », lui dit-il un soir, alors qu'il regardait les étoiles depuis le jardin. Pas juste une maison, mais une famille. Lila, avec son énergie débordante, transforma les murs de la maison en une galerie d'art, où chaque peinture racontait une histoire de résilience. Elle devint la voix de ceux qui n'osaient pas parler, et son amitié avec Antoine et Clément se renforça, devenant un lien indéfectible. Transformer la maison en un refuge pour la communauté LGBT n'était pas une tâche facile. Les dettes héritées de Pierre pesaient comme une ombre sur le projet. Les créanciers, impatients, menaçaient de saisir la propriété si Antoine ne trouvait pas un moyen de rembourser rapidement. Chaque facture qui arrivait semblait être un rappel cruel des contradictions de son père. Un homme qui avait donné tant aux autres, mais laissé un fardeau à son propre fils. Antoine passait ses journées à jongler entre les appels aux donateurs, les réunions avec des avocats et les travaux de rénovation. Clément, fidèle à son pragmatisme, prit en charge la gestion financière, établissant un plan pour échelonner les paiements. Lila, quant à elle, mobilisa son réseau d'artistes pour organiser une grande exposition caritative, espérant attirer l'attention des médias et des philanthropes locaux. Mais les défis ne venaient pas seulement des finances. La communauté d'Avignon, bien que plus ouverte qu'autrefois, n'était pas unanime dans son soutien. Certains voisins voyaient d'un mauvais œil l'idée d'un refuge pour des jeunes LGBT. Des lettres anonymes, pleines de reproches, commencèrent à apparaître dans la boîte aux lettres. « Vous déshonorez cette ville », lisait-on dans l'une d'elles. Antoine, blessé mais déterminé, refusa de se laisser intimider. « Ils ne comprennent pas », dit-il à Clément un soir, alors qu'il triait les lettres. « Mais ils finiront par voir. On ne fait pas ça pour nous, mais pour ceux qui n'ont personne d'autre. »
Clément serra sa main. On est ensemble dans cette bataille. Et on va gagner. L'exposition organisée par Lila fut un tournant. La maison, encore en travaux, s'illumina d'une énergie nouvelle. Les murs, autrefois austères, étaient maintenant ornés de toiles vibrantes, chacune racontant une histoire de lutte et de triomphe. Lila avait invité des artistes de toute la France, et même Marc, l'ancien amour de Pierre, apporta une contribution. Une série de poèmes qu'il avait écrits dans sa jeunesse, dédiés à Pierre. La soirée attira une foule inattendue. Des habitants d'Avignon, curieux, côtoyaient des activistes parisiens et des journalistes. Sophie, de la Brie, prononça un discours émouvant sur l'importance des refuges pour les jeunes rejetés par leur famille. Antoine, intimidé par la foule, trouva le courage de parler. « Cette maison était celle de mon père, » commença-t-il, la voix tremblante. « Il m'a chassé parce que j'aimais un homme. Mais il m'a aussi laissé quelque chose de plus grand, une chance de réparer ce qui a été brisé. Ce refuge, c'est pour tous ceux qui ont été rejetés, mais qui méritent d'être aimés. » Les applaudissements qui suivirent le prirent par surprise. Pour la première fois, Antoine sentit qu'il n'était pas seul dans sa lutte. L'exposition rapporta assez d'argent pour couvrir une partie des dettes, mais surtout, elle attira l'attention d'un riche philanthrope, Claire Dubois, une femme d'affaires parisienne qui avait elle-même une fille lesbienne. Touchée par l'histoire d'Antoine, elle promit de financer le reste des travaux et de soutenir l'abri à long terme. Avec l'aide de Claire, la maison fut transformée en un véritable refuge. Les chambres furent rénovées pour accueillir des jeunes en difficulté, une bibliothèque fut créée avec des livres sur l'identité et l'acceptation, et un jardin communautaire vit le jour, où chacun pouvait planter une graine, symbole d'un nouveau départ. Antoine, Clément et Lila devinrent les piliers de ce lieu. Antoine trouva un sens à sa vie en aidant les autres à surmonter les mêmes épreuves qu'il avait traversées. Clément, avec son calme rassurant, devint un mentor pour les jeunes, les aidant à naviguer leurs émotions et leurs rêves. Lila, toujours pleine de vie, organisa des ateliers d'art-thérapie où les résidents pouvaient exprimer leurs blessures et leurs espoirs à travers la création. Un soir, alors que le refuge accueillait ses premiers résidents, Antoine reçut une lettre inattendue. Elle venait d'Isabelle, sa mère. « Je ne comprends pas tout ce que tu fais, » écrivait-elle, « mais je vois que tu rends le monde meilleur. Peut-être que je me suis trompée. » Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. Antoine sentit une chaleur nouvelle dans son cœur. Il savait que le chemin serait long, mais il n'était plus seul. Le refuge, désormais appelé la maison d'Antoine, commença à prendre vie. Les premiers résidents, des jeunes de 16 à 25 ans, arrivèrent avec des histoires aussi lourdes que celles d'Antoine. Il y avait Camille, une adolescente transgenre chassée par ses parents, et Julien, un jeune homme de 20 ans qui avait fui un village conservateur. Chaque histoire était unique, mais toutes partageaient un même fil, le rejet, suivi par l'espoir de trouver une place dans le monde. Antoine se surprit à devenir un leader. Lui, qui s'était toujours senti inadéquat, découvrait une force intérieure en écoutant ces jeunes, en les guidant. Clément, avec son humour doux et son écoute attentive, complétait parfaitement Antoine. Ensemble, ils formaient un duo qui inspirait confiance. Lila, quant à elle, apportait une énergie contagieuse. Elle organisait des soirées où les résidents pouvaient partager leurs talents, qu'il s'agisse de musique, de poésie ou de peinture. Une nuit, Camille monta sur une petite scène improvisée dans le jardin et chanta une chanson qu'elle avait écrite sur son parcours. Les larmes coulèrent, mais elles étaient mêlées de joie. Cependant, tout n'était pas rose. Les lettres anonymes continuaient d'arriver, et un soir, des graffitis injurieux apparurent sur les murs du refuge. Antoine, furieux, voulut porter plainte, mais Clément le calma. « On ne combat pas la haine avec la colère, » dit-il. « On la combat en continuant à faire ce que l'on fait. » Ils décidèrent de transformer les graffitis en une fresque collective. Lila guida les résidents dans ce projet, et bientôt, les murs furent couverts de couleurs vibrantes, de messages d'amour et d'acceptation. La fresque devint un symbole pour Avignon, attirant même des touristes curieux. Un jour, alors qu'Antoine triait des documents pour le refuge, il reçut un appel inattendu. C'était Marc, l'ancien amour de son père. Il demandait à revenir à Avignon pour aider.
J'ai passé trop de temps à fuir, dit-il. Je veux faire partie de ce que tu construis. Marc apporta avec lui une sagesse tranquille. Il raconta son histoire aux résidents, leur montrant qu'il était possible de surmonter les blessures du passé. Sa présence renforça Antoine, qui voyait en lui une sorte de figure paternelle, un lien avec l'homme que son père aurait pu être. Isabelle, la mère d'Antoine, fit aussi un pas timide vers la réconciliation. Elle visita le refuge un après-midi, mal à l'aise mais curieuse. En voyant les jeunes, leur sourire, leur lutte, elle sembla comprendre, pour la première fois, la portée de ce qu'Antoine avait accompli. « Je ne sais pas si je pourrai tout accepter, » admit-elle, « mais je veux essayer. » Antoine hocha la tête, ému. Il ne demandait pas de miracle, seulement une chance de reconstruire. La maison d'Antoine devint un phare pour la communauté LGBT de la région. Des bénévoles affluaient, des dons arrivaient, et l'association L'Abri s'étendit, ouvrant des antennes dans d'autres villes. Antoine, Clément et Lila formaient un trio inséparable, chacun apportant sa force au projet. Mais le succès attira aussi l'attention des opposants. Un groupe local, mené par un ancien collègue de Pierre, lança une campagne pour discréditer le refuge, accusant Antoine de salir l'héritage de son père. Les tensions montèrent, et une manifestation fut organisée devant la maison. Antoine, terrifié à l'idée de perdre tout ce qu'ils avaient construit, trouva du courage dans les regards des résidents. Lors de la manifestation, il monta sur les marches du refuge et s'adressa à la foule. « Cette maison n'est pas seulement la mienne, » déclara-t-il, la voix ferme. « Elle appartient à tous ceux qui ont été rejetés, à tous ceux qui cherchent un endroit où ils peuvent être eux-mêmes. Vous pouvez nous haïr, mais vous ne nous ferez pas taire. » À sa surprise, une partie de la foule applaudit. Certains habitants d'Avignon, touchés par son discours, se joignirent aux résidents pour défendre le refuge. La manifestation, censée diviser, devint un moment d'unité. La manifestation marqua un tournant. La maison d'Antoine devint un symbole de résistance et d'amour, non seulement à Avignon, mais dans toute la France. Les médias nationaux commencèrent à couvrir l'histoire, et Antoine, bien qu'intimidé par cette attention, accepta de donner des interviews pour partager leur mission. Clément, toujours en coulisses, s'assurait que le refuge fonctionnait sans accroc. Il organisait des ateliers sur l'estime de soi, aidant les résidents à se reconstruire. Lila, quant à elle, transforma la fresque murale en une attraction touristique, attirant des visiteurs qui laissaient des dons généreux. Mais au milieu de ce succès, Antoine luttait avec ses propres démons. Chaque nuit, il repensait à son père, à ses contradictions, à la douleur qu'il lui avait infligée. Il se demandait s'il pourrait un jour pardonner complètement. Marc, sentant son trouble, l'emmena un jour dans le jardin du refuge. « Ton père n'était pas parfait, » dit-il. « Mais il t'a donné cette maison, cette chance. Tu fais quelque chose qu'il n'a jamais eu le courage de faire. Tu vis ta vérité, et tu aides les autres à faire de même. » Ces mots touchèrent Antoine profondément. Il comprit que pardonner ne signifiait pas oublier, mais avancer. Un an après l'ouverture du refuge, la maison d'Antoine accueillit sa première grande fête. Les résidents, les bénévoles et même quelques habitants d'Avignon se réunirent dans le jardin, sous des guirlandes lumineuses. Il y avait de la musique, des rires et des histoires partagées autour d'un feu. Camille, la jeune transgenre, présenta une nouvelle chanson, cette fois pleine d'espoir. Julien, qui avait trouvé un emploi grâce au réseau du refuge, annonça qu'il allait emménager dans son propre appartement. Chaque victoire, petite ou grande, était célébrée comme un triomphe collectif. Isabelle fit une apparition inattendue. Elle s'assit timidement à côté d'Antoine, observant la joie autour d'eux. « Je ne savais pas que tout cela était possible, » murmura-t-elle. Antoine lui prit la main. « Moi non plus, maman. Mais maintenant, on le sait. » Clément, qui observait de loin, rejoignit Antoine et l'enlaça. « On a fait du chemin, non ?» murmura-t-il. Antoine sourit, le cœur léger pour la première fois depuis des années. La maison d'Antoine continua de grandir. Les dettes furent enfin remboursées, grâce aux dons et à l'engagement de la communauté. Le refuge devint un modèle pour d'autres initiatives en France,
et Antoine fut invité à parler lors de conférences sur les droits LGBT. Mais pour Antoine, le vrai succès était dans les petites choses. Les sourires des résidents, les lettres de remerciement, les moments passés avec Clément et Lila. Ils avaient créé une famille, non pas liée par le sang, mais par l'amour et la résilience. Un soir, alors qu'il rangeait le bureau de son père, Antoine trouva une dernière lettre, glissée dans un vieux livre. C'était une note de Pierre, écrite peu avant sa mort. « Antoine, lisait-elle, je n'ai pas su être le père que tu méritais. Mais je crois en toi. Fais de ce monde un endroit meilleur. » Antoine pleura, mais cette fois, ses larmes étaient libératrices. Il comprit que l'héritage de son père n'était pas seulement la maison, mais la possibilité de construire quelque chose de plus grand. Alors que la maison d'Antoine prospérait, de nouveaux défis émergèrent. La notoriété du refuge attira l'attention de groupes conservateurs qui voyaient en ce lieu une menace à leurs valeurs traditionnelles. Une pétition circula à Avignon, demandant la fermeture du refuge pour trouble à l'ordre public. Antoine, Clément et Lila organisèrent une réunion d'urgence avec les résidents et les bénévoles. « Nous ne pouvons pas les laisser gagner », déclara Lila, les poings serrés. « Ce refuge est un symbole. Si nous abandonnons tout ce qui compte sur nous. » Antoine, bien que fatigué par les combats constants, trouva une nouvelle détermination. Il contacta des avocats spécialisés dans les droits humains et, avec l'aide de Claire Dubois, ils montèrent un dossier pour défendre la légalité du refuge. Pendant ce temps, Clément et les résidents organisèrent une campagne de sensibilisation. Ils distribuèrent des flyers, partagèrent des témoignages sur les réseaux sociaux et invitèrent la communauté à des portes ouvertes. L'objectif était simple, montrer que la maison d'Antoine n'était pas une menace, mais un lieu d'amour et de guérison. La stratégie fonctionna. Lors d'une audience publique à la mairie, des dizaines de personnes, y compris des parents de résidents, vinrent témoigner en faveur du refuge. Camille, désormais confiante, raconta son histoire devant le conseil municipal, émouvant même les plus sceptiques. La pétition fut rejetée et le refuge reçut une reconnaissance officielle de la ville comme centre communautaire. Antoine, épuisé mais triomphant, sentit que ce combat avait renforcé leur mission. Avec le refuge désormais solidement établi, Antoine et Clément commencèrent à réfléchir à leur propre avenir. Leur amour, forgé dans l'adversité, était plus fort que jamais, mais ils n'avaient jamais pris le temps de parler de ce qu'ils voulaient à long terme. Un soir, sous les étoiles dans le jardin du refuge, Clément s'agenouilla devant Antoine. « Je ne te promets pas une vie parfaite, » dit-il, un sourire timide sur les lèvres. « Mais je te promets de t'aimer, de te soutenir et de construire ce refuge avec toi, pour toujours. Veux-tu m'épouser » Antoine, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Oui, 1000 fois oui. » La nouvelle de leur engagement se répandit comme une traînée de poudre. Lila, fidèle à elle-même, insista pour organiser un mariage digne d'une œuvre d'art. Les résidents se joignirent à l'effort, décorant le jardin avec des fleurs et des lumières. Marc offrit de lire un poème lors de la cérémonie, et même Isabelle, dans un geste de réconciliation, promit d'être présente. Le jour du mariage fut un moment de pure joie. La maison d'Antoine, autrefois un lieu de douleur, était maintenant remplie de rires et de musique. Les résidents, les bénévoles, et même des habitants d'Avignon se réunirent pour célébrer l'union d'Antoine et Clément. Lila, en tant que témoin, prononça un discours qui fit rire et pleurer l'assemblée. « Vous deux, dit-elle, en regardant Antoine et Clément, vous m'avez montré que l'amour, c'est plus qu'un sentiment. C'est un combat, une promesse, un refuge. » Isabelle, assise au premier rang, versa une larme discrète. Après la cérémonie, elle serra Antoine dans ses bras, un geste qu'il n'avait pas connu depuis des années. « Je suis fière de toi, » murmura-t-elle. Le mariage ne marqua pas seulement l'union d'Antoine et Clément, mais aussi la consolidation de leur communauté. La maison d'Antoine devint un lieu où chacun pouvait trouver sa place, où les blessures du passé pouvaient guérir et où l'avenir semblait plein de promesses. Les années passèrent, et la maison d'Antoine devint une institution à part entière. Des jeunes de toute la France, et même d'ailleurs, venaient chercher refuge, conseil, ou simplement un endroit où ils pouvaient être eux-mêmes. Antoine et Clément,
désormais mariés, partageaient leur temps entre la gestion du refuge et leur vie personnelle, trouvant un équilibre fragile mais précieux. Lila, toujours fidèle à son art, transforma une partie de la maison en une galerie permanente, où les œuvres des résidents étaient exposées aux côtés des siennes. Elle devint une figure reconnue dans le monde de l'art, mais elle ne quitta jamais Avignon, attachée à la communauté qu'ils avaient construite ensemble. Marc, désormais un habitué du refuge, passait ses journées à enseigner la littérature aux résidents. Ses histoires, empreintes de sagesse et de vécu, inspiraient une nouvelle génération à vivre sans honte. Isabelle, bien que toujours réservée, devint une visiteuse régulière. Elle apportait des gâteaux faits maison, discutait avec les résidents et apprenait, lentement mais sûrement, à comprendre le monde de son fils. Leur relation, bien qu'imparfaite, était un témoignage de la possibilité de changer, même tardivement. Un jour, alors qu'Antoine triait des vieux dossiers dans le bureau de son père, il tomba sur une photo qu'il n'avait jamais vue. Elle montrait Pierre, jeune, riant aux côtés de Marc. Derrière eux, un coucher de soleil sur les vignes d'Avignon. Antoine sourit, ému par cette image d'un père qu'il n'avait jamais connu. Il accrocha la photo dans le hall du refuge, à côté d'une plaque qui disait « À Pierre, qui nous a appris que l'amour, même imparfait, peut changer le monde ». La maison d'Antoine ne cessa jamais de grandir. Elle devint un lieu de formation, de création et de guérison. Des couples se formèrent, des carrières furent lancées et des vies furent transformées. Antoine, Clément et Lila, unis par leur mission, savaient qu'ils avaient créé quelque chose de durable, un héritage qui allait au-delà des murs de la maison. Une nuit d'été, Antoine et Clément se promenèrent dans le jardin du refuge, main dans la main. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, et le chant des grillons emplissait l'air. « On a fait du bon travail, non » demanda Clément, un sourire dans la voix. Antoine hocha la tête. « Plus que je n'aurais jamais imaginé. » Il pensa à son père, à ses erreurs, à ses regrets, et à la maison qu'il lui avait laissée. Il pensa à Marc, à Lila, à Isabelle, et à tous les jeunes qui avaient trouvé un foyer ici. La douleur de son passé n'avait pas disparu, mais elle avait été transformée en quelque chose de beau, quelque chose qui donnait un sens à tout. « On continue » demanda Clément, en serrant sa main. « Toujours » répondit Antoine. Et sous les étoiles, dans une maison qui avait été le théâtre de tant de douleurs et de tant d'amour, ils savaient que leur histoire ne faisait que commencer.